Charlotte, quand je pense à une inspection, ça me fait vraiment flipper. Ouais, mais en fait, tu prépares comment ton inspection? Mais c'est juste que j'ai peur de l'institution, quoi. J'ai l'impression que je vais aller quelque part et on va me manger. Ouais, mais en fait, bon, ok, le contrôle, il est obligatoire parce que voilà, la loi dit qu'on doit rencontrer des personnels de l'éducation nationale tous les ans. Mais en fait, c'est quand même, t'as envoyé ta déclaration, t'as signé pour dire que tu t'occupais de l'instruction de ton enfant. Donc c'est toi qui sais où il en est ton enfant. Donc c'est à toi. C'est sûr que oui, ça demande un peu de boulot. C'est à toi en fait de préparer le truc pour pouvoir donner aux inspecteurs les informations dont ils ont besoin pour écrire leur rapport à leur hiérarchie pour dire que oui, tu instruis bien ton enfant. Donc, l'institution, là, c'est pas juste l'institution, en fait, c'est, tu vas rencontrer des personnes avec qui tu vas expliquer ce que ton enfant sait et quel progrès il a fait depuis l'année d'avant. En fait, c'est un truc d'attitude, c'est vraiment un truc d'attitude de la famille, quoi. Si les inspecteurs, ils voient arriver des parents qui ont peur et qui savent pas comment faire, les inspecteurs, ils vont se dire, bah, ces gens-là, ils savent pas comment faire, donc ça veut dire qu'ils savent pas non plus comment s'y prendre avec leurs enfants. Donc en fait, les enfants, peut-être qu'ils seraient mieux à l'école que dans leur famille qui a l'air de pas savoir faire. Donc là, on crée de l'angoisse. Il y a de l'angoisse de la part des parents et il y a de l'angoisse de la part des inspecteurs qui vont se dire, mais peut-être qu'on est face à un enfant en danger et qu'on a intérêt à le signaler, sinon ça va nous retomber dessus. Donc pour éviter de propager cette angoisse à tout le monde, là, je pense que les parents, en fait, doivent se mettre debout, se dire oui, j'ai signé, j'instruis mon enfant, et en plus, la plupart des parents le font réellement avec cœur, ils sont tellement investis qu'ils pensent même pas que ça puisse être remis en cause, mais bon, voilà, les inspecteurs de l'éducation nationale, eux, ils savent pas. Donc il faut leur expliquer avec un langage qu'ils peuvent comprendre. Donc ça demande du travail aux parents, effectivement. Mais comment on dépasse cette peur? Parce qu'il y a cette image qu'on va être contrôlé. Oui, alors c'est sûr que les mots contrôle, inspection, voilà, c'est Et un puis petit toutes peu. les menaces aussi. Dans la première lettre qu'on reçoit, Ouais, et la lettre ils y de vont menace, fort. effectivement, c'est vrai que ça va assez fort. Mais en même temps, voilà, on a fait le choix d'instruire nos enfants dans nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'a pas confié nos enfants à l'éducation nationale. Donc déjà, on est comme des partenaires en fait de l'éducation nationale puisqu'on prend la responsabilité que normalement on aurait dû leur déléguer, enfin que dans leur esprit on aurait dû leur déléguer. Nous, on est dans notre responsabilité de parents. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est debout. Et face à un inspecteur, on est face à une personne qui est égale à nous. On n'a pas de rapport hiérarchique. On n'est pas en dessous. On n'est pas soupçonné d'être des délinquants. Non, on est des parents responsables. On a signé et on assume. Et on va expliquer à cette personne qu'on va rencontrer qu'on assume entièrement et que oui, on instruit notre enfant et que oui, c'est des choses. Que oui, notre enfant, c'est des choses. Et la première année, en fait, c'est surtout expliquer. Du coup, c'est vrai que dans la lettre, on a presque l'impression d'être décrit comme un délinquant. Hmm. Mais alors, il faut commencer par changer son attitude, C'est-à-dire, oui, se la manière dire, dont on se présente et comment comment t'as préparé le contrôle. Donc, tu arrives, t'as reçu alors la. déjà, oui, on a reçu la convocation, donc on s'est préparé. Ça veut dire que, en fait, quand on reçoit la convocation, c'est le moment de faire le récapitulatif de l'année, de se dire, bon voilà, on a fait plein d'activités avec l'enfant, on a fait des sorties, on a fait la cuisine, on a lu des livres, on a regardé des films, etc. On met tout ça dans une liste. Donc, tu lises tout ce que tu as fait. Voilà, je liste toutes les activités sans hiérarchie, sans attente particulière, voilà, à peu près tout ce qu'on a fait dans les derniers mois. Et Après, je les ensuite, range par matière. ouais, en fait, après, moi, je prends un livret de compétences pour avoir déjà le langage de l'éducation nationale. Le livret de compétences qu'on va prendre, quel qu'il soit, finalement, effectivement, il peut émaner soit du ministère de l'Éducation, soit de professeurs qui l'ont fait eux-mêmes, soit de parents qui l'ont fait eux-mêmes. L'idée, c'est simplement que les parents montrent comme ça qu'ils se renseignent sur les attendus de l'éducation nationale et donc que les parents surtout cherchent à objectiver les progrès et les acquisitions de leurs enfants. Et donc l'utilisation effectivement de documents de l'éducation nationale, c'est pour avoir un langage commun, c'est pour pouvoir transmettre les informations dont ils ont besoin sur les progrès de l'enfant
à des personnes qui ont l'habitude d'utiliser ce langage-là, dont les parents qui instruisent leurs enfants eux-mêmes ne sont pas du tout familiers. C'est vrai que la première fois qu'on lit un livret de compétences ou le socle commun, bon, c'est un peu perturbant parce qu'on ne sait pas très bien de quoi ça parle. Mais au fur et à mesure, on arrive à décoder et à retrouver des choses et à se dire, ah bah oui, quand on a fait la recette des crêpes et qu'on a rajouté dans les proportions parce qu'on voulait en faire plus, bon bah oui, là on a utilisé la proportionnalité et donc bah, tout d'un coup ça devient un apprentissage scolaire qui est effectivement acquis par l'enfant et c'est transmissible de cette manière-là aux personnes qu'on va rencontrer lors du contrôle. Alors, est-ce que ça pourrait être intéressant aussi de se dire, en début d'année, on prend le livret de compétences, on regarde de quoi il est composé, et ensuite, quand on fait des activités, on peut chercher à remplir le livret de compétences au travers des activités qu'on a faites. C'est pas souvent la démarche des parents, on va dire, quand on décide de s'occuper soi-même de l'instruction de son enfant. En général, quand même, on est plus, on constate que l'enfant apprend au fil de la vie, et donc on n'est pas en train de le contraindre à un programme, puisque en fait, ça marche pas. Surtout si l'enfant a été, par exemple, déscolarisé, on va pas lui refaire ce qui n'a pas convenu pour lui à l'école, on va pas lui refaire à la maison, donc on va pas programmer ses apprentissages, alors que on constate tous les jours que en fait ces apprentissages viennent de la vie et qu'ensuite on peut les nommer et on peut les qualifier en disant voilà tiens ah bah oui, quand on a fait des crêpes on n'a pas pensé à la proportionnalité, mais sauf que après coup on peut se dire ah bah oui là on a utilisé ça et l'enfant le savait et donc c'est un apprentissage qui est acquis. Mais c'est un peu bloquant en fait de partir dans l'autre sens. Du coup, tu as reçu la convocation, tu as téléchargé des livrets de compétences, soit sur un site du gouvernement, soit sur un blog de homeschooler. Tu as regardé toutes les activités que tu avais fait pendant l'année avec les enfants et tu as rempli le livret de compétences en fonction des activités que vous avez faites pour ce qui est des mathématiques, de l'histoire. Et ensuite, ce document, ce livret de compétences, tu le donnes à l'inspecteur quand tu arrives. On a oublié une étape, c'est-à-dire qu'entre la liste des activités qui ont été faites par l'enfant dans les derniers mois et le livret de compétences qu'on a regardé avec l'enfant pour en discuter et être bien sûr que quand on coche acquis, c'est vraiment acquis pour l'enfant. Ces deux listes-là, en fait, servent à faire un récapitulatif de l'instruction en famille qui permet, donc on commence par un paragraphe sur la pédagogie, c'est-à-dire que en gros les parents expliquent, voilà, ils accompagnent la curiosité naturelle de leur enfant au travers d'une pédagogie transversale ou d'une pédagogie de projet. Et ensuite, on fait quand même des paragraphes par matière scolaire, parce que les inspecteurs, donc comme ils connaissent les programmes de l'éducation nationale et qu'ils sont habitués à vérifier que le programme est respecté, ils ont aussi des matières. Et donc pour leur transmettre les informations sur les progrès de l'enfant, par matière, mettons français, maths, sciences pour le primaire, on fait un petit récap qui reprend un petit peu les termes des livrets de compétences. C'est ça, c'est le livret de compétences, il permet d'acquérir le langage qui va rendre les informations les plus claires possibles pour l'inspecteur. Et du coup, il faut faire un petit paragraphe sur, voilà, en français, l'enfant a lu tel et tel livre qui sont dans la liste des ouvrages conseillés pour son cycle, le cycle dans lequel il se trouve. Il a écrit, il a des notions, disons qu'il a abordé des notions de grammaire, par exemple, des choses comme ça. En mathématiques, voilà, on a exploré, on a vu le nombre pi au Palais de la Découverte, on a fait des proportions, des fractions, etc. En langues étrangères, il regarde les films en VO sous-titrés. Donc voilà, et donc en fait, on met tout ça en forme. Après, c'est vrai que la méthode des parents, enfin voilà, la manière dont les enfants apprennent et finalement peut être légèrement en retrait par rapport aux acquisitions de connaissances et de compétences. L'idée, c'est simplement que l'inspecteur, avec ces informations-là dans un langage compréhensible pour lui, va écrire ensuite un rapport après la rencontre en disant ben, voilà, l'enfant sait telle et telle chose, ses parents font telle et telle chose pour l'aider à avancer. Et donc son droit à l'instruction est respecté. Voilà, et le droit à l'instruction de l'enfant, garanti à l'enfant, est respecté, et donc
Et on montre à l'inspecteur Le récapitulatif? Ouais. Oui, alors le récapitulatif, moi ce que j'ai toujours fait en fait, c'est que je l'ai jamais envoyé aux inspecteurs avant. J'envoyais éventuellement juste la déclaration d'intention de pédagogie pour expliquer simplement à l'inspecteur en amont du contrôle que les tests de connaissances ne font pas partie de la pédagogie de la famille. Parce que ça sert juste à rien en fait. Donc dans une famille où l'enfant est habitué à poser des questions pour avoir une réponse et pas pour avoir la réponse qu'il connaît déjà, lui poser des questions dans le cadre de tests scolaires n'a aucun sens pour lui parce qu'il ne va pas présenter son savoir comme un billet de train à chaque contrôle. Par contre, ce qui est intéressant, voilà, c'est que donc on envoie sa déclaration de pédagogie pour expliquer que on fonctionne comme ça dans la famille et que donc on demande le respect de notre pédagogie. Et l'objet du jour du contrôle, de la rencontre réelle, c'est d'expliquer les connaissances et compétences de l'enfant. Et donc ça, c'est le récapitulatif qu'on a fait en amont, qu'on peut ensuite laisser aux inspecteurs comme trace de ce qu'on leur a dit, avec le livret de compétences coché, parce que ce sont des éléments dont ils vont se servir pour rédiger leur rapport. D'accord. Et ça représente quoi? Ça représente deux feuillets ou c'est Je assez pense que court? ouais, c'est assez court parce qu'il faut pas noyer l'inspecteur sous trop d'informations, parce que plus on va essayer de donner des informations précises, plus il va avoir l'impression qu'on en fait trop. Un dossier de 40 pages pour un enfant de 8 ans, c'est un petit peu bizarre quand même. Et puis, ces gens-là sont comme nous, ils ont plein d'occupations, et donc on va pas leur demander de lire 50, 60 pages sur ce que notre enfant génial fait. Parce qu'à part les froisser un petit peu, ça va pas améliorer, enfin, ça va pas être constructif pour tout le monde, en fait. Donc, moi, je crois que je faisais à peu près, au niveau primaire, ça devait faire maximum 4 pages. Le récapitulatif maximum 4 pages, un paragraphe par matière. Après, on peut ajouter aussi, si l'enfant fait vraiment des choses très particulières, à des apprentissages spécifiques, notamment dans le cadre d'un projet personnel important pour lui, et qu'il a envie d'en parler à l'inspecteur, à ce moment-là, on peut prévoir que le jour du contrôle, l'enfant va présenter quelque chose qu'il a fait. Faut pas que ce soit quelque chose de très personnel, genre souvent les histoires écrites par les enfants et tout ça, ce sont des choses personnelles qui font partager à leur entourage proche, mais c'est pas peut-être pas le lieu, une inspection, c'est vraiment quelqu'un d'extérieur et c'est peut-être pas le lieu, mais par contre, je sais pas, un dossier ou une sortie qui a particulièrement plu à l'enfant et dont il souhaite parler, ou une découverte qu'il a faite qui reste dans un cadre scolaire, dans un cadre de matière scolaire, on va dire, et qui pourrait parler à l'inspecteur et dont l'enfant a plaisir à parler, à ce moment-là, oui, on peut prévoir. Mais bon voilà, on peut aussi éviter la poterie si on n'a pas fait tous les polygones possibles ou des choses comme ça. Avoir fait une tasse, ça n'a aucune valeur pour un inspecteur. Avoir fait un triangle, un hexagone et machin, ça peut éventuellement faire géométrie. En fait, ce que tu dis depuis toujours, c'est ce qui a été repris dans le décret de 2016 et dans la circulaire de 2017. Parce que maintenant, c'est les 4 éléments, les 4 moments du contrôle, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on explique la pédagogie, on a rempli les livrets de compétences, on montre ce que l'enfant a fait, et ensuite, l'inspecteur peut demander à l'enfant de faire des exercices. C'est ce qui est écrit. Du coup, je veux dire, on peut réclamer à l'inspecteur d'écouter le parent pendant que le parent explique quelle est sa pédagogie, et on peut lui montrer ce que l'enfant a fait comme projet, et il ne peut pas dire non. Alors que j'ai eu des échos d'inspection où les inspecteurs n'étaient pas intéressés et disaient non, non, venez, on va commencer les tests maintenant. Là, maintenant, il faut que l'inspecteur ait entendu quel était le type de pédagogie avant de proposer des exercices, et ça fait sens. Mais moi, il m'a toujours semblé tout à fait normal que le parent impose cette manière de faire, parce que quand même, c'est le parent, là, du coup, qui est entièrement responsable de l'instruction. Les parents ont effectivement le devoir, par la loi, de lui présenter ce que fait leur enfant et comment il fait, etc. Et donc, c'est le parent qui a les informations qui doivent être transmises à l'inspecteur. Et c'est pas l'inspecteur qui va aller soutirer de l'enfant des informations en le testant sur des sujets qu'il connaît pas. Enfin, ça me paraît complètement absurde, comme c'est contre-productif, parce que en plus, que ce soit la loi, la circulaire, les décrets, tout tend à dire qu'il faut que le dialogue soit constructif et dans l'intérêt de l'enfant. Donc, je comprends pas comment des inspecteurs peuvent dire non, non, on n'écoute pas les parents parce qu'ils instruisent leurs enfants tout le temps, mais on veut pas savoir ce qu'ils disent et on va tester l'enfant.
sur un programme qu'il a même pas vu parce que la pédagogie de la famille n'a pas amené les choses de cette manière-là. Donc, juste, ça sert à rien, en fait, ça. Une des difficultés qu'on peut ressentir, c'est que du coup, il faut voir de l'apprentissage scolaire dans tout ce qu'on fait avec l'enfant. Et ça, si on n'a pas la disposition d'esprit pour le voir, ou si on n'a pas la disposition d'esprit pour y être intéressé même, c'est vachement dur. C'est pas voir tout le temps de l'apprentissage scolaire. En fait, on s'occupe pas du contrôle pendant toute l'année. Et quand on reçoit la convocation, là on se dit ok, je vais faire le récapitulatif. Et moi finalement au début ça m'embêtait un petit peu de faire un récapitulatif, mais c'est quand même très intéressant à faire pour les parents parce qu'on se rend compte de tout ce que l'enfant a appris en quelques mois, alors qu'on avait juste l'impression de ne pas avoir proposé assez de choses et de pas avoir répondu assez à sa curiosité, de pas lui avoir proposé telle activité, etc. Et en faisant simplement une liste et un récapitulatif, on se rend compte que on peut même pas tout mettre parce que ça paraîtrait trop. On va mettre simplement les choses qui feront le plus sens pour un inspecteur dans une tranche d'âge donnée. Et c'est très satisfaisant en fait de pouvoir se retrouver avec 3-4 feuilles après le contrôle et de se dire bah quand même, en quelques mois, là, entre les deux contrôles pédagogiques, ben voilà, mon enfant, il a appris tout ça. Et c'est même quelque chose qui peut être transmis aux grands-parents, à la famille élargie qui regarde d'un mauvais œil ses parents qui mettent pas leurs enfants à l'école, pour montrer que, bah si, quand même, il y a plein d'apprentissages dans la vie de tous les jours et que même si on n'a pas l'air de faire du scolaire avec nos enfants, et ben ils acquièrent quand même des connaissances et des compétences scolaires qu'on a présentées à un inspecteur dans un langage scolaire et qui ont été validés par le rapport de l'inspecteur dans un langage tout aussi scolaire. Et ça fait quand même un bulletin, sauf qu'il n'y a pas de notes, mais que voilà, on montre que l'enfant a progressé. Les parents doivent apprendre en quelque sorte une langue étrangère qui se trouve être le langage de l'éducation nationale. Alors je dis pas langue étrangère, c'est pas du charabia, mais c'est juste qu'effectivement c'est une disposition d'esprit tellement particulière, un regard sur la pédagogie qui est tellement particulier que effectivement c'est un vocabulaire qu'il faut apprendre et qui permet en fait de transmettre de manière fluide les informations aux membres du personnel de l'éducation nationale. Et c'est ce qui garantit qu'on va réussir à établir le dialogue en fait tout simplement parce que si on reste dans notre langage quotidien, il y a quand même des parents qui ont des problèmes avec les inspecteurs parce que mettons-nous dans la tête d'un inspecteur qui contrôle toute la journée que les programmes sont bien appliqués par les professeurs dont il a la charge. Il arrive dans une famille et la famille lui dit « nous on fait rien ». Nous on fait rien parce que les enfants ils apprennent naturellement. Et puis c'est comme ça. Puis vous pourrez pas les tester les enfants. Et puis ils sont là mais vous n'allez pas pouvoir leur parler. L'inspecteur il est en terrain inconnu, il se dit « waouh, je sens que peut-être il pourrait y avoir un problème mais je suis pas sûr. Donc je vais signaler ça. Et moi, oulala !» Donc, si on veut pas ça, si on veut pas être signalé et si on veut montrer, se prouver à soi-même et prouver aux autres et montrer à l'inspection que oui, on est des parents responsables et que oui, on sait ce qu'on est en train de faire, on est en train d'accompagner notre enfant dans ses apprentissages naturels et que on sait ce qu'on fait, on le fait pas de la même manière qu'à l'école, mais les résultats sont là. Ben, l'inspecteur, il n'a pas la même attitude vis-à-vis d'une famille où il arrive, on lui dit « Bonjour monsieur, voilà, nous avons une pédagogie de projet, comme indiqué dans le socle commun, et nous avons consulté les livrets de compétences, on peut vous dire aujourd'hui que voilà, notre enfant sait telle et telle chose en mathématiques, telle et telle chose en français, etc. Il a lu tel livre qui est dans votre liste et tout. » Bon, l'inspecteur est forcément tenté d'établir un dialogue, et après si la famille dit « Oui, mais alors on a un problème, c'est qu'en fait l'enfant n'entre pas dans l'écriture. On a essayé... » On lui a fait faire des dessins en grand, on lui a fait écrire les lettres à la main dans du sable, on a fait ceci, on a fait cela, vraiment ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on est plus dans un dialogue pédagogique et constructif et on est dans l'intérêt de l'enfant et c'est le rôle en fait du contrôle. Donc on est bien, on retombe bien sur nos pattes et tout le monde est dans son rôle et fait les choses qu'il a à faire et tout ça dans l'intérêt de l'enfant. Donc c'est le but de la loi. Et si l'enfant n'a pas le niveau, et on sait qu'il n'a pas le niveau? Le niveau de quoi? Le niveau d'eau, le niveau de vie, là, je sais pas. Moi, un niveau, ça veut rien dire, c'est un enfant, quoi. Le niveau de quoi? D'une classe. Les inspecteurs n'ont pas le droit de comparer le niveau, justement, les connaissances et les compétences d'un enfant instruit en famille avec les connaissances et les compétences d'un enfant de même âge scolarisé. Leur circulaire de l'éducation nationale leur interdit de faire ça.
parce qu'ils n'ont pas envie que les familles se prévalent ensuite en disant « Regardez, j'ai un rapport de l'inspecteur qui me dit que mon enfant a un niveau de 3e alors que le petit, il a 10 ans. » Bon. Donc le niveau, ça veut rien dire. L'enfant, il a les connaissances et les compétences qu'il a à un moment donné, au moment où on rencontre l'inspecteur. Et ça n'a rien à voir avec l'école, puisqu'on est en instruction en famille. Donc. On peut avoir, en tant que parent, on peut avoir peur que l'enfant soit pas suffisamment instruit, à la fois par rapport à l'inspecteur et puis par rapport à l'entourage, que l'enfant connaisse pas suffisamment d'éléments de vocabulaire de grammaire ou de conjugaison. Bon, ça sera plutôt par rapport à l'inspecteur, mais par rapport à l'entourage, ça peut être que l'enfant fasse trop d'erreurs d'orthographe, qu'il se débrouille pas suffisamment vite quand les copains lui posent des questions de multiplication. Il y a une grosse pression sur Ouais, une le pression niveau. sociale sur le niveau. Oui, mais en même temps, cette pression sociale sur le niveau scolaire à tel âge, elle est quand même un petit peu absurde parce que en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on a appris à l'école. Si on se pose la question, nous aujourd'hui adultes, oui, il y a des choses qu'on savait. Et puis maintenant, on les sait plus. Et c'est pas grave. Il y a un conférencier qui commençait sa conférence en disant bon ben voilà, vous prenez une demi-feuille de papier et vous notez tout ce que vous avez appris à l'école. Je vous laisse 5 minutes. Mais au bout de 2 minutes, c'était fini, parce qu'en fait, la plupart des adultes ont oublié pratiquement tout ce qu'ils ont appris à l'école. Donc le niveau, c'est juste vraiment, s'il y a un cousin qui a exactement le même âge, par malchance, dans la famille, et que le cousin, il a appris un truc sur les dinosaures que l'enfant instruit en famille n'a pas appris au même moment, oulala, c'est grave. Mais en fait, ça n'a aucune importance, quoi. Si tu es face à un inspecteur, par exemple, et que ton enfant a 10 ans et qui ne sait pas encore lire. Et ben alors oui, donc à ce moment-là, un enfant qui ne sait pas lire, c'est pas très grave en instruction en famille, puisque toute l'instruction ne passe pas uniquement par la lecture personnelle de l'enfant, puisque il y a des livres, on lit quand même en famille, j'imagine, même dans les familles où l'enfant. Surtout peut-être même d'ailleurs, parce que du coup l'enfant a tellement envie d'entendre ses parents lui lire des histoires qu'il n'a pas tellement envie de se retrouver tout seul devant le bouquin, donc ça peut peut-être aussi jouer. Mais il y a des livres partout autour de nous, etc. Donc il n'y a pas d'angoisse de se dire que un enfant dans notre société actuelle n'apprendra jamais à lire. Mais tu crois qu'un inspecteur peut l'entendre, ça? Moi, je crois qu'un inspecteur doit entendre l'endroit où l'enfant en est dans ses progrès et que je vois pas pourquoi, en instruction en famille, un enfant aurait besoin de savoir lire à 7 ans. Parce que l'enfant instruit en famille, il est jamais seul devant son bouquin, en fait. Il y a toujours quelqu'un autour de lui, un autre adulte, un autre enfant, qui va pouvoir lui montrer des choses, lui expliquer, etc. On va lire ensemble. Et il n'a pas de besoin. Après, à un moment donné, de toute façon, l'enfant prend le livre en disant ouais maman tu lis pas assez vite puis j'aime pas la voix que t'as mis pour ce personnage là et puis mon copain il m'a parlé de tel bouquin que toi t'as pas envie de lire et ben je vais le lire moi-même et de toute façon ça arrivera à un moment ou à un autre. Après les parents donnent les moyens à l'enfant d'acquérir des compétences, donc ils ont donné les moyens à l'enfant de fréquenter la lecture. Il n'est pas encore tout à fait autonome dans la lecture, mais par contre il fait d'autres choses, il dessine, en maths il en est là, etc. C'est pas grave, quoi. Et moi je suis un peu mal placée parce qu'en fait mon fils savait déjà lire quand j'ai commencé les inspections, donc j'ai pas eu cette pression personnellement et je sais pas en fait. Mais il avait beaucoup de difficultés d'écriture et j'en ai systématiquement parlé à tous les inspecteurs que j'ai rencontrés. Et jusqu'au collège, hein. Jusqu'au collège, je disais oui, il a une écriture heurtée. Et on a entrepris plein de choses. On est passé par différents. J'étais même passé par l'apprentissage d'un autre alphabet, le grec ancien, en me disant ça servira toujours pour l'étymologie. Et en même temps, apprendre peut-être à tracer d'autres lettres. Et puis non, en fait, le blocage a été vraiment profond et il est hérité de l'école. Le CP, il fallait écrire le E comme ça. Et le E, il était jamais assez bien, il n'était pas comme la maîtresse, elle avait écrit la première fois. Et ça a mis beaucoup de temps. Concernant le contrôle de la première année. Alors c'est vrai que moi j'ai une expérience particulière du contrôle de la première année, comme en fait j'ai retiré mon fils en milieu d'année de CE1. En fait, ce premier contrôle, donc le premier contrôle de l'instruction en famille, normalement a lieu dans l'année des 6 ans de l'enfant, et c'est juste un point de départ en fait. C'est une première rencontre pour que la famille donc explique un petit peu sa manière de faire et sa pédagogie, et ensuite de voir où en est l'enfant. Donc c'est-à-dire on dit voilà en lecture, en écriture, etc. Les trucs en fait
les choses dont on parle au CP en fait pour un inspecteur. Et voilà, la famille explique où en est l'enfant par rapport à toutes ces choses-là et surtout tout ce qu'elle entreprend pour accompagner l'enfant dans sa découverte de toutes ses compétences et connaissances. Mais il n'y a pas de comparaison en fait, puisque c'est le premier contrôle, c'est un état des lieux en fait, voilà où en est l'enfant aujourd'hui. Et l'année prochaine, on regardera quels ont été ses progrès. Voilà, c'est ça la différence en fait entre le premier contrôle et les suivants, quoi. Les suivants après, c'est voilà depuis l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et tu penses que les inspecteurs sont bienveillants au point d'accueillir, qu'on leur présente les progrès de l'enfant de cette manière? Je pense que la rencontre annuelle avec un inspecteur de l'éducation nationale doit aboutir à un rapport qui constate que l'enfant est instruit conformément à ce que ses parents ont écrit et signé en début d'année en disant qu'ils s'occupaient de l'instruction de leur enfant. Donc il n'y a pas de bienveillant ou malveillant en fait, l'inspecteur, il est là pour recueillir les informations, se rendre compte effectivement, on n'en a pas parlé de ça, mais en fait, quand je dis les parents, l'enfant est là, c'est de lui qu'on parle quand même. Donc j'ai vu que dans certains textes, il disait que l'enfant pourrait, selon les circonstances, être écarté et tout ça. Moi je trouve que c'est bien déjà que la famille soit complètement en cohérence. Les deux parents et l'enfant, quand ils préparent le contrôle, faut être en cohérence les uns avec les autres. C'est-à-dire que un parent peut penser que son enfant maîtrise parfaitement l'étape de multiplication, alors que l'enfant, en fait, pas vraiment. Ou alors au contraire que l'enfant il sait absolument pas calculer la circonférence d'un cercle, alors que il fait ça tous les jours sans aucun problème, mais sauf qu'il a jamais pensé à en parler aux parents. Donc il faut vraiment faire très attention à ça et pas se retrouver à dire quelque chose, mon enfant sait faire ça, et puis que l'enfant regarde d'un air en disant mais non, pas du tout, devant l'inspecteur. On prépare ensemble, quoi, voilà. Donc, et les deux parents aussi, tant qu'à faire, sont en cohérence l'un avec l'autre. Et on est là pour transmettre des informations. On n'est pas là pour se demander si la personne en face est bienveillante ou pas, en fait. On a des informations à lui transmettre. Cette personne est là pour recueillir ces informations et les transmettre à sa hiérarchie. Voilà, on est dans une chaîne. C'est notre devoir de parents de faire ça. L'enfant est là, il peut intervenir, il peut dire que ça ne l'intéresse pas et aller dans la pièce d'à côté. Enfin voilà, mais par contre l'enfant n'a pas forcément à être isolé de ses parents dans ce contrôle, parce que c'est pas du tout l'objectif, et si ça fait pas partie de la pédagogie des parents d'avoir des tests et tout ça, il n'y a aucune raison qu'une des personnes qui viennent pour le contrôle s'isole avec l'enfant sous prétexte de lui faire des tests ou en fait, le prétexte, c'est soi-disant libérer la parole de l'enfant. Mais je vois pas en quoi ça libérerait la parole de l'enfant de se retrouver face à un inconnu qui lui pose des questions dont il connaît déjà la réponse. Et ça, c'est hyper flippant. Ça nous est arrivé à un moment donné de se retrouver avec notre fils dans le bureau d'un inspecteur. Et l'inspecteur posait des questions dont il connaissait déjà la réponse. Et notre fils était en panique. Et en fait, voilà, ça a duré même pas 5 minutes. Et on s'est levé et on a dit non, ça va pas se passer comme ça, c'est juste pas possible parce que là, ça correspond pas à ce qu'on fait. Donc là, vous êtes dans une discussion, dans des questionnements artificiels, alors que nous, tout notre travail de parents, c'est de redonner confiance à notre enfant en étant dans l'interaction, en étant dans tiens, je voudrais savoir quelque chose, tiens, je te pose la question, mais c'est parce que je sais pas, parce que je te demande si toi tu sais. Et là, c'était tellement artificiel qu'on est sorti et qu'on a demandé un peu fortement, en parlant un peu plus fort, quoi, de rencontrer quelqu'un avec qui on pourrait parler. Et on a rencontré quelqu'un avec qui on pouvait parler, et ça s'est ensuite très bien passé, parce qu'on a pu rétablir ce dialogue et rétablir le fait que c'est nous, parents, qui transmettons des informations pour qu'il y ait un rapport et pour qu'on dise oui, ces parents qui ont signé la lettre en début d'année en disant qu'ils instruisaient leur enfant, et ben effectivement, ils le font. Voilà. Et on se revoit l'année d'après. Tu veux dire qu'on peut refuser d'être maltraité? Ben, et c'est même enfin, moi je trouve que c'est même une exigence personnelle des parents qui devrait être la première, quoi. Refuser d'être soi-même maltraité et qu'on maltraite leurs enfants, oui, c'est Mais hyper si un important. inspecteur te dit bon bah maintenant je veux prendre votre fils C'est et non. C'est non. Si vous allez dans une autre pièce avec mon fils, je viens avec vous, je veux savoir ce qui se passe. Et en plus, ça correspond à la circulaire de 2017. C'est que l'inspecteur prend connaissance de la pédagogie des parents et seulement après, c'est marqué clairement, ensuite, il peut lui proposer des tests. Il y a un ensuite qui est très clair. Et ça fait sens puisque l'inspecteur, il ne peut pas proposer des exercices s'il ne connaît pas la pédagogie du parent et ce sur quoi ils ont travaillé.
Ben oui. Et oui, et en plus, souvent, quand ce dialogue s'installe, que les parents sont préparés, qu'ils sont capables de transmettre dans un langage clair pour l'inspecteur ce qu'ils ont fait, les acquisitions, les progrès de l'enfant, il n'y a pas besoin de test. Parce que, en fait, comme l'enfant est là et qu'il montre, il peut montrer des choses, il peut parler lui aussi, dire ah oui, puis regarde, on a fait ça aussi, etc. L'inspecteur est simplement rassuré. L'inspecteur qui veut absolument faire des tests, c'est juste parce que je pense qu'il ne sait pas comment il pourrait faire autrement. Et donc, c'est aux parents de savoir, parce que c'est eux qui ont cette pédagogie différente. Donc, eux, ils savent, ils expliquent à l'inspecteur comprend les informations qui lui sont transmises, et à ce moment-là, il n'a pas vraiment besoin de faire des tests, ou alors il va poser quelques questions à l'enfant sur le ton de la conversation, et ça sera normal. Ou il y a même des familles qui acceptent les tests, et puis qui en parlent après avec l'inspecteur. Tout dépend de la pédagogie de la famille, en fait, et ça, elle doit être respectée. Et effectivement, on n'a pas à se laisser maltraiter par des gens dont on n'est pas, avec qui on n'a aucun lien, en fait. C'est juste des gens qui sont envoyés par leur hiérarchie pour venir nous demander des informations. Nous, on n'a aucun lien hiérarchique avec eux, donc on n'a pas à se laisser maltraiter. Faut être debout quand même, les parents là. Non mais c'est vrai parce que le but c'est quand même de protéger nos enfants, c'est quand même très grave de se retrouver démuni. Un enfant de 7-8 ans qui voit son parent démuni face à quelqu'un qui vient chez lui pour le contrôler, ouah, c'est quand même super angoissant quoi. Donc je pense qu'on ne doit pas laisser passer ça. En tant que parent, on est debout, on est responsable et on est fier de l'être en plus, fier de s'occuper de l'instruction de son enfant et de voir qu'il apprend effectivement et tout ça. C'est aussi ce plaisir-là qu'on peut transmettre, cette énergie de voilà de la réussite et du plaisir qu'on a à être avec nos enfants toute la journée et à voir qu'ils apprennent des trucs et puis ce petit récapitulatif qu'on fait une fois par an avant de rencontrer l'inspecteur, bah, pour la famille élargie, l'entourage et tout ça, ça peut aussi servir comme une preuve, quoi. Regardez. Bon après, en général, c'est vrai qu'on est un peu fatigué après le contrôle, on fait ouh, on va se détendre quelques jours, mais voilà, c'est quand même une satisfaction, même si c'est un investissement relativement important de la part des parents, ça vaut quand même le coup parce que voilà, parce que les rapports sont plus apaisés avec l'inspection et avec l'entourage et que on peut avoir confiance et qu'on va pas se restreindre et paniquer et vouloir suivre le programme de l'éducation nationale toute l'année alors qu'en fait non, on n'a pas à le suivre parce qu'on a encore la liberté pédagogique et que en plus l'école commence et le socle commun commence à intégrer justement ces notions de travail en groupe, en projet, etc. Que les neurosciences nous montrent que c'est comme ça que le cerveau fonctionne et que donc nous on est comme des précurseurs, on l'a fait un peu voilà il y a 10 ans avec nos enfants, on n'avait pas encore toutes ces informations là, mais pourtant ça marche.